Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans Kana en aparté, le podcast qui fait le voyage Paris-Bruxelles-Tokyo en à peine plus d'1 heure. Dans cette émission, il va être question d'un manga Darwin's Incident, mais aussi de son auteur, Shun Umezawa. Avec sa première série ambitieuse, il marque très rapidement les lecteurs japonais en plaçant son histoire aux États-Unis et en imposant des sujets rares, allant du militantisme au terrorisme en passant par l'acceptation de l'autre. C'est véritablement un artiste qui sort de l'ordinaire. Tenez, par exemple, il a mis le premier chapitre de son manga sous licence Creative Commons, permettant à n'importe qui de le diffuser et de le partager en citant juste le copyright. Alors, prêt à en apprendre plus sur lui et son manga ? Venez avec moi à Tempo, le nom des bureaux parisiens des éditions Kana, pour 1 heure de passion, de discussion et de découverte. Je suis Maxime Bender et j'ai hâte de partager tout ça avec vous et avec nos invités Federico Anzalone et Yuki Takanami. Il est venu chez Kodansha en disant voilà, c'est la première fois que je me lance dans une longue série et j'aimerais bien que cette fois ce soit une série qui fonctionne. Trouve une œuvre en phase avec son époque. C'est le genre de personne où on voit les idées qui se bousculent et il a besoin de les exprimer. Le Humanzi, là, c'est un petit peu la minorité absolue, puisque c'est un seul individu sur toute la planète. Et son but, c'est vraiment de faire réfléchir le lecteur et donc de lui proposer différents points de vue et différentes opinions qui peuvent exister autour d'une question. Je pense qu'il faudra attendre la fin du récit pour savoir quel est le point de vue de l'auteur sur la société. Pour commencer, je vous propose le résumé de Darwin's Incident, le manga dont il est question aujourd'hui. Il met en scène le personnage de Charlie, un être unique au monde, un hybride humain et chimpanzé. Arrivant à l'âge de raison, il sort du cocon médical et familial pour aller au lycée comme n'importe quel individu de son âge. Mais l'expérience s'avère assez délicate. D'une part, les différences de Charlie posent problème à d'autres élèves et d'autre part, des terroristes comptent bien utiliser le garçon pour arriver à leur fin et imposer leurs idées coûte que coûte. Le récit bascule alors tantôt vers la science-fiction, tantôt vers le thriller, mais toujours avec des dialogues très fins, très soignés, des thématiques délicates à aborder et une bonne dose d'action à chaque volume. Et donc pour en parler et pour nous éclairer aujourd'hui, Federico Anzalone, journaliste spécialisé manga pour Atome notamment et commissaire d'exposition pour le FIBD. Bonjour Federico. Salut Maxime. T'as eu la chance toi de rencontrer l'auteur de Darwin's Incident, Shun Umezawa. Il était loquace en interview ? Il était plus que loquace, il était même anormalement loquace. Yuki était d'ailleurs là, Yuki qui est avec nous. Également exactement avec nous pour cette émission, Yuki Takanami, éditrice entre autres de Darwin's Incident aux éditions Kana. Tu nous dévoileras aussi les coulisses de l'arrivée de ce manga chez vous ? Bien sûr. On va tout voir ensemble. La première fois que vous avez lu le tome 1 de Darwin's Incident, quelles émotions ont prédominé chez vous ? Alors je me suis dit, c'est une série vraiment super intelligente, qui est super dure à pitcher. Parce que forcément, je suis tombée dessus en checkant les magazines de Kodansha. Il y avait encore que 2-3 chapitres de dispo, je crois. Et je l'ai lu et je me suis dit, attends, mais ça c'est une série incroyable, il faut que j'en parle à mes collègues. Et là, je me suis dit, ah mince, attends, par quel bout il faut que je commence là ? Comment essayer de le vendre à ses collègues pour donner envie dans l'équipe ? Voilà. Et toi, Federico ? Moi, il y a eu, je dirais, 2 sentiments. C'est que déjà, j'ai été impressionné par l'écriture de Charlie, alors que quand je regardais la couverture japonaise, j'étais un peu circonspect face à son look. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il était très bien écrit, qu'on avait l'impression de le connaître un peu, mais pas tout à fait. Souvent, il est montré de dos, même de 3/4 dos, ce qui est très intelligent de la part de l'auteur, d'ailleurs. Je crois que c'est Godard qui disait qu'un bon acteur, il faut le filmer de dos. Un acteur qui joue bien de dos, c'est un bon acteur. Et là, Umezawa a un petit peu fait ça aussi avec son personnage de Charlie. Puis un deuxième truc qui m'a marqué, c'est que j'ai l'impression que c'était une œuvre de son temps, vraiment, et ça, c'est assez rare que je trouve une œuvre en phase avec son époque, avec là où on en est en vérité en tant qu'espèce, nous, les êtres humains. Je pense qu'on est dans une grande crise de conscience de l'humanité, où on n'est plus persuadé d'être la bonne espèce dominante pour la planète. Vous connaissez tous... Covid-19 et qui nous a tous mis à mal avec un tout petit virus, et puis en plus de ça, nous on met à mal notre planète. Donc Charlie, pour moi, c'est un peu le post-humain, c'est une version reconnectée à la nature qui nous est supérieure parce que justement reconnectée à la nature. Et là, j'y ai vu quelque chose vraiment de notre époque, vraiment, c'est la représentation finalement de ce qui nous manque. Et on voit très vite que des grandes thématiques habitent l'œuvre.
Je vous propose de faire la liste rapidement pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore lu le manga. Quelles sont les grandes thématiques qui vont traverser cette œuvre ? Il y a de l'idéologie, du militantisme. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre dedans ? Une réflexion philosophique sur justement ce que disait Federico, sur le statut de l'homme, de l'humanité au sein de ce royaume animal, de la nature au global. Où se positionne l'homme et quelle est sa légitimité dans ce qu'il pense et ce qu'il fait aujourd'hui. Il y a cette grosse interrogation existentielle aussi, qui est très centrale dans le récit, je pense. Tu vois d'autres grandes thématiques aussi ? En fait, il y en a énormément. Mais c'est ça, en fait. Mais je parlais de Charlie qu'on comprend et qu'on ne comprend pas tout à fait. En fait, ça parle aussi de la compréhension mutuelle entre les êtres vivants, qu'ils soient de la même espèce ou pas. Hein. Nous, entre humains, c'est d'ailleurs ce que disait Umezawa, c'est qu'on a parfois l'impression de ne pas tout à fait comprendre ce que dit l'autre, mais qu'on le comprend quand même d'une certaine manière. Et c'est comme ça qu'il a écrit le personnage de Yumanji, en nous faisant comprendre l'essentiel de ce qu'il est supposé communiquer, mais en gardant une part de mystère. Et la communication interespèces et entre humains, c'est vraiment, je pense, une des thématiques importantes. Après, il y en a d'autres, la bioéthique, etc., etc. Et comment, justement, il va utiliser ce personnage principal de Charlie, cet humanisé, cet hybride humain-chimpanzé, pour aborder d'autres thématiques, celles de l'identité, par exemple, de l'appartenance, de la différence ? Le Yumanji, là, c'est un petit peu la minorité absolue, puisque c'est un seul individu sur toute la planète. Et ça renvoie évidemment aux minorités raciales, entre autres aux États-Unis, puisque ça se déroule aux États-Unis. Et Umezawa fait vraiment référence, d'une certaine façon, au mouvement Black Lives Matter, par exemple, ou à ce genre de minorisation de certaines personnes. Donc, je dirais que Charlie, c'est effectivement quelqu'un qui est seul contre tous, d'une certaine façon, et auquel on peut s'identifier. Avant d'aller plus loin et de parler un peu plus profondément de l'auteur, de l'artiste, comment on peut qualifier son œuvre, cette œuvre, ce manga ? Est-ce que c'est une critique ? Est-ce que c'est un récit de science-fiction, un thriller, ou juste une aventure purement imaginaire, sans aucune portée politique, et ça nous donne simplement un plaisir de lecture ? Alors je pense que c'est tout à la fois. L'auteur a consciemment construit son récit, sa série de cette façon-là. D'ailleurs, son éditeur le témoigne dans un interview qu'il a fait après la réception du prix Manga Taisho par Darwin Incident, où il dit qu'il y avait toutes les intentions à la fois. Il voulait raconter une histoire avec une thématique forte, avec un message fort, actuel, qui faisait réfléchir les gens, mais il voulait absolument que ce soit un entertainment, un divertissement. Et c'est pour ça précisément qu'il s'est tourné vers l'Afternoon de Kodansha, parce qu'il a estimé que c'était le meilleur endroit pour réaliser ce qu'il avait dans la tête à ce moment-là. T'es d'accord avec Yuki ? J'ajouterais qu'en fait, pour moi déjà, toute œuvre est politique, toutes les œuvres sont politiques, mais ceci dit, je pense qu'il faudra attendre la fin du récit pour savoir quel est le point de vue de l'auteur sur la société, parce que pour l'instant, on a beaucoup de points de vue différents qui sont exposés, et le point de vue final, on ne le connaît pas encore. Mais en soi... Oui, en soi, il y a une portée politique évidente dans l'œuvre, sans que l'auteur, pour l'instant, ne prenne parti, je dirais. Pour revenir à l'arrivée du manga aux éditions Ikana, Yuki, tu es donc tombé dessus en lisant l'Afternoon, comme plein d'autres personnes dans le monde entier, et donc tu as essayé de le vendre à tes collègues, à ta direction, et comment ça s'est passé, comment il est arrivé ? Vous avez ensuite directement contacté les éditions Kodansha pour l'obtenir. Il y a dû avoir une bataille avec d'autres éditeurs. Comment ça s'est passé ? Alors effectivement, je l'ai repéré au cours de ma routine de repérage, en checkant tous les magazines des différents éditeurs. Et en fait, j'ai flashé sur un visuel couleur à la base, que nous, on a utilisé derrière dans les outils promotionnels. C'était l'illustration avec un fond bleu et les 4 lettres de l'ADN derrière, avec le visage de Charlie et le visage de Lucie en inversé. C'est vraiment un visuel frappant, et je suis tombée dessus dans le magazine, j'ai fait « Ouh, c'est quoi ça ? Il faut que je le lise ». Et effectivement, en lisant les 2-3 chapitres qui étaient disponibles à ce moment-là, j'ai été frappée effectivement par cette intelligence d'écriture du personnage de Charlie, mais aussi tout le contexte riche, et on sentait que c'était abondamment documenté aussi, le background construit derrière ce personnage, ce récit.
tous ces éléments rassemblés m'ont convaincu pour que je dise à mes collègues j'en ai trouvé un qui est génial, il faut qu'on y aille. Et donc à partir de là, s'est enclenché tout le processus de préparation d'offres. On a contacté Kodansha en disant on a repéré cette série-là, dès que le tome 1 sort, on vous fait une offre. Et j'avoue, je pense qu'effectivement il y avait une petite compétition, mais c'était pas non plus une énorme compétition sur la série. Visiblement on a eu des arguments convaincants pour obtenir la série. Et c'est ainsi qu'on a eu le droit de traduire Darwin Incident et de le publier chez Kana. Darwin's Incident, donc c'est un manga qui est prépublié depuis bientôt 3 ans au Japon. Il est apparu donc dans les pages du magazine de prépublication Afternoon. C'était donc à l'été 2020. Il s'agit d'un magazine mensuel classifié Seinen, dans lequel on peut trouver des auteurs comme Tsutomu Takahashi, Hiroaki Samura, Tsutomu Nihei par exemple, et plein d'autres. Au printemps, il y a le tome 5 qui va sortir au Japon. En France, les 3 premiers volumes sont d'ores et déjà disponibles, donc ce manga de Shun Omezawa. D'ailleurs, tous les deux, on en parlait en tout début d'émission, vous avez eu la chance de le rencontrer, de passer plus d'1 heure avec lui dans le cadre d'une interview. Comment ça s'est passé? Quelle sensation il vous a laissé? J'ai vu quelqu'un de très intelligent, de très vif d'esprit, qui parlait très vite d'ailleurs aussi, et qui avait vraiment des choses à dire. C'est-à-dire qu'on aurait pu passer 4 heures avec lui sans problème. Il y avait vraiment des choses à dire, il en avait sous le pied. Il était très documenté sur les sujets dont il parle. Il y avait un mur complet de livres derrière lui qui n'était pas du manga, me semble-t-il. Donc c'est quelqu'un qui est très ouvert à des tas de sujets. Et toi, Yuki? Il parlait trop vite aussi. Est-ce que tu traduisais l'interview, c'est ça, si je dis pas de bêtises? Oui, c'est ça. Je jouais le rôle d'interprète pendant cette interview. Et il avait beaucoup de choses à dire. Effectivement, c'est le genre de personne où on voit les idées qui se bousculent et il a besoin de les exprimer. Et comme son éditeur le dit aussi, c'est quelqu'un de très cérébral qui réfléchit beaucoup sur ce qu'il crée. Et du coup, ses réponses aussi étaient très développées, détaillées, argumentées. Ce qui donne souvent des interviews plutôt sympas, plutôt intéressantes. Oui, bien sûr. Et ça, c'est pas la norme avec les auteurs de manga, il faut le dire. C'est pas toujours comme ça que ça se passe. On est face à quel genre d'artiste? Est-ce que c'est une sorte de bon client comme pourrait être un Naoki Urasawa? Est-ce que c'est vraiment un intellectuel qui intériorise, réfléchit beaucoup? Est-ce que c'est un génie? Si on essaie de le mettre dans une case. Je dirais que c'est pas quelqu'un qui vend sa soupe, ce qui est parfois le cas. C'est quelqu'un qui va intellectualiser son propos, qui est capable de répondre à des questions d'analyse ou des questions un peu plus profondes que simplement pourquoi vous avez dessiné tel personnage, etc. Un génie, je ne sais pas, c'est un mot très compliqué, génie, je préfère être prudent avec ce mot-là, mais c'est quelqu'un de talentueux, ça c'est sûr. Toi qui as rencontré aussi beaucoup d'autres auteurs grâce aux éditions Kana, tu as passé du temps avec Kasano, avec Urasawa. C'est quelqu'un aussi de ce calibre-là dans son rapport à son œuvre? Oui, certainement. Mais très très différent des auteurs que tu cites là, parce que effectivement Urasawa il a un côté un peu exubérant où il fait un peu son show et il aime bien faire ça. Enfin, par ailleurs il est musicien donc ça se comprend, c'est un showman quelque part. Ici clairement c'est pas une personnalité de ce type là. Il a l'air plutôt réservé je pense généralement, mais si on le lance sur un sujet sur lequel il est passionné, qui l'intéresse, on ne va plus savoir l'arrêter. C'est vraiment ce genre de personne. Ce qui est intéressant aussi, c'est que bien qu'en France on ne le connaisse pas vraiment, à part pour Darwin's Incident, on le découvre, sauf que c'est un artiste, c'est pas un jeune artiste. C'est quelqu'un qui a 20 ans de carrière, d'histoire courte, d'histoire tout court, et c'est loin d'être un débutant, et pourtant c'est sa première série. Vous avez pu revenir avec lui un peu sur cette carrière, sur la jeunesse de Darwin ? Ouais, alors c'est vrai que ça fait 20 ans qu'il dessine. Il a, je pense, publié 6 recueils seulement avant Darwin's Incident, des recueils d'histoires courtes et un one-shot, je pense. Mais il a beaucoup travaillé dans le domaine de la SF par le passé, des histoires courtes de SF. Et je crois que Darwin, c'est un petit peu une réponse au fait que les histoires courtes, ça ne paye pas tant que ça. Enfin, que c'est compliqué de vivre en faisant que des histoires courtes, évidemment. Et là, c'est sa vraie première série au long cours. Et avant ça, il y a par exemple le recueil Erewhon qui contient la base de Darwin's Incident, un récit qui s'appelle Mo Ningen. Donc, déjà humain, c'est ça ? Déjà humain. Qui parlait déjà de bioéthique et de qu'est-ce qu'un être humain, où s'arrête la définition de l'être humain.
Donc, il a décidé de prendre cette base-là et d'en faire une série complète. Oui, et son éditeur témoigne aussi que quand Shun Umezawa est arrivé avec son projet chez Afternoon, parce que c'est lui qui a apporté son projet, chose assez rare pour un auteur ayant déjà une grosse carrière derrière lui. Il est venu chez Kodansha en disant voilà, c'est la première fois que je me lance dans une longue série et j'aimerais bien que cette fois ce soit une série qui fonctionne. Et donc aidez-moi à construire, à partir de la base que je vous donne, de construire une série qui peut fonctionner. Et du coup, ils ont travaillé ensemble pour construire la première série de Shun Umezawa. Visiblement, ils y sont bien arrivés. Oui, il a eu la chance de tomber sur le bon éditeur dès le début, en tout cas. Mais c'est lui qui l'a choisi. Et comme c'est quelqu'un d'intelligent qui réfléchit sur ce qu'il fait, je pense qu'il a vraiment analysé les différents magazines pour choisir précisément celui qui serait... Dans Afternoon, il y a un côté un peu pop, en fait, qui peut permettre peut-être de rendre son récit plus vendeur. Ouais. Parce qu'il avait un côté jusqu'au boutiste avant, peut-être plus hardcore. Voilà. Et là, c'est vrai que Darwin's Incident est la première série, je dirais, qui vise l'entertainment, à mon avis. C'est ça. Donc, lui disait qu'il prend une approche hollywoodienne pour ce récit-là. Oui, tout à fait. Ce qui n'était pas du tout le cas par le passé. Dans son rythme de parution au Japon, c'est quoi? C'est un tome tous les 6, 7, 8 mois? On est comment aujourd'hui? Ouais, plus ou moins. Comme il n'y a pas de chapitre tous les mois, pour l'instant, il y a des petites pauses dans le rythme de publication, dans la pré-publication. Du coup, c'est pas régulier, mais effectivement, ouais, quelque chose comme ça. Et ça va être comment du coup pour la France? Parce que là, en moins d'1 an, il va y avoir déjà eu 3 tomes de sortie, c'est ça? Mm-hmm. Et pour le reste, du coup, on va être sur quel planning? Alors, on espère pouvoir encore cette année sortir 2 tomes. Mais comme on commence à être dépendant du rythme de publication japonais, on n'est pas encore certain pour le 2e tome dans l'année. Mais voilà, on essaie. Dans ce manga, les questions éthiques mais aussi juridiques se succèdent. C'est pour ça que je vous propose une pause dans cette discussion et de passer un coup de téléphone à un spécialiste en droit, Maître Bihibo, avocat au barreau de Paris. Bonjour Maître. Bonjour monsieur. Vous avez donc lu Darwin's Incident et vous avez vu qu'à l'intérieur il y a donc ce personnage de Charlie qui est un hybride et à un moment donné se pose la question dans le manga, si Charlie existait dans notre société, en France par exemple, est-ce qu'il aurait des droits? Quels seraient ses droits? Écoutez, c'est une question qui est assez passionnante et qui est au cœur du droit civil et à la fois du droit de l'environnement et également du droit de la nature qui est en train de se développer, parce que sans immédiatement faire du droit fiction, mais en partant de ce qui existe en droit français actuel, ce qu'on appelle le droit positif, lorsqu'on examine la théorie générale du droit, il y a ce qu'on appelle une summa divisio, une grande division entre les personnes et les biens. Les personnes, ça concerne toutes les personnes humaines, et les biens, c'est tout le reste. C'est-à-dire que dans le droit civil français actuel, les animaux ne sont pas des personnes, les animaux sont des biens. Et la conséquence en fait de la qualification de biens emporte un certain nombre de conséquences d'un point de vue du régime juridique, c'est-à-dire que les choses, les biens ne disposent pas de droits. On peut avoir des droits sur elles, mais les choses n'ont pas de droits. Donc les animaux sont considérés comme étant des choses dans le code civil français, et la loi a été modifiée pour prévoir que ce sont des choses douées de sensibilité. Et le fait qu'elles soient douées de sensibilité emporte un certain nombre de conséquences, notamment sur l'interdiction de procéder à des traitements qui sont des traitements assimilables à de la torture, à de mauvais traitements qui peuvent engendrer des conséquences pénales. Ça, c'est pour le droit français. Parce que dans d'autres droits, notamment en droit américain, dans certains pays d'Amérique du Sud, eh bien, il y a eu la reconnaissance, alors non pas par la loi, mais par des juges, de personnalités juridiques qui ont été reconnues à des animaux, notamment à des chimpanzés, à des éléphants qui se trouvent dans des zoos. Et le fait que des juges reconnaissent la personnalité juridique à des animaux, eh bien, pourrait nous éclairer un peu sur le sort qui serait réservé à Charlie s'il existait véritablement. C'est-à-dire que si Charlie existait aujourd'hui dans notre monde juridique, eh bien certainement les juges développeraient une jurisprudence qui considérerait Charlie comme étant doué d'une personnalité juridique, comme étant une personne sur la base de ces jurisprudences que j'ai évoquées.
Mais par exemple, la scène donc dans le tome 2, quand il est en prison, toute la scène sur est-ce qu'il est considéré comme un bien ou non, c'est du coup juridiquement totalement valable d'un certain point de vue. Ah ben, non seulement c'est tout à fait valable, c'est une scène qui reflète la réalité juridique d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, alors le manga se déroule aux États-Unis, et effectivement aux États-Unis il y a cette opposition entre les personnes et les choses dont font partie les animaux. Donc le raisonnement est tout à fait juste quand les policiers disent c'est une pièce à conviction et non pas une personne. Et vous noterez qu'il y a cette réflexion qui est faite à un moment dans cette scène-là en disant on va faire une demande d'habeas corpus. Et cette demande d'habeas corpus, en fait, c'est quelque chose qui est très réel parce qu'il y a un professeur américain qui s'appelle Stephen Wise, qui est avocat et professeur de droit, et qui se bat pour que les animaux, notamment les grands singes, se voient reconnaître la personnalité juridique et notamment la possibilité d'exercer cet habeas corpus. Donc cette scène est tout à fait vraie et juste d'un point de vue juridique. Donc effectivement, et dans l'ensemble, si en revanche, pour rester dans la fiction, si Charlie existait, les droits sont tels que vous venez de l'expliquer, mais il y aurait une action politique ou juridique pour essayer de lui attribuer des droits. Alors, je pense que si Charlie existait vraiment, il y aurait aussi une question éthique qui serait au cœur des débats. C'est-à-dire que Charlie, c'est ce qu'on appellerait d'un point de vue scientifique, une espèce de chimère, puisque à la fois chimpanzé et homme. Et la question principale, ce serait de dire, mais finalement, est-ce que c'est pas sa part humaine qui doit prendre le dessus sur sa part de chimpanzé? Donc il y aurait d'abord cette première question qui se poserait, c'est-à-dire est-ce qu'on doit le considérer comme un animal? Ou est-ce que le fait que ce soit une chimère d'un point de vue embryologique, d'un point de vue scientifique, ne lui attribue pas en fait tous les attributs de la personnalité humaine? Ça, ce serait la première question. Et ensuite, la deuxième question, si on disait non, il doit être considéré comme un chimpanzé, et dans ce cas-là, oui, il y aurait des réflexions politiques. Il y aurait certainement cette réflexion par rapport à la jurisprudence américaine sur le fait de dire on doit le considérer comme étant une personne juridique, lui attribuer le droit d'exercer ce qu'on appelle l'habeas corpus. Donc ça c'est pour le droit américain, et en France on lui reconnaîtrait très vraisemblablement l'ensemble des droits qui sont accordés aux personnes juridiques. Merci beaucoup maître pour vos réponses, c'était très complet. Je vous remercie, merci pour votre temps. Revenons maintenant sur cet artiste, revenons sur Shun Omezawa. Il a pu vous parler des œuvres et des artistes qui l'inspirent aujourd'hui ou qui l'ont inspiré par le passé? Ouais, sa référence absolue, c'est Hideki Arai, l'auteur de Kiichi, entre autres, The World is Mine, etc. Mais c'est vrai qu'il a mentionné explicitement Parasite de Hitoshi Yoaki aussi, qu'il a relu exprès avant de dessiner Darwin's Incident pour s'inspirer un petit peu du rythme de l'œuvre. Et qui était sorti dans l'Afternoon. Absolument. Après, il y a plein d'auteurs qui lui plaisent, mais entre autres aussi Naoki Yamamoto pour son art de l'histoire courte. Mais je dirais que Hideki Arai, c'est vraiment sa référence absolue. Et sinon, il a aussi cité dans d'autres interviews des titres qui n'ont pas été traduits chez nous. Mais par exemple, Disregarded People de George Akiyama, qui a été adapté au cinéma. Donc il y a un film qui existe. Donc peut-être qu'il y a moyen de découvrir cette œuvre via ce biais-là. Et vous l'inscrivez dans la lignée de ces auteurs, dans la lignée d'un Arai par exemple? Oui, complètement. Oui. Peut-être moins aujourd'hui. Il faut savoir aussi de quelle période de Umezawa on parle, mais dans ses premières œuvres, celles qu'on peut découvrir dans ses recueils qui ont été traduits aussi en espagnol, en italien, etc., il s'inscrit vraiment dans le côté encoléré de Hideki Arai, à la fois graphiquement et dans le propos. On est dans la provoque, vraiment. Arai, c'est quelqu'un d'indigné, de très orienté à gauche, etc. Je pense que Umezawa est dans cette lignée-là et que dans Darwin's Incident, il continue à garder cette approche un petit peu journalistique vis-à-vis du réel. Donc il prend des faits qui se sont déroulés et il réagit à ça. Parfois même, il les retranscrit tels quels. Dans Darwin's Incident, il y a certains sujets comme les tueries de masse en milieu scolaire, etc. Mais dans Darwin's Incident, il y a un côté plus pudique en fait, qu'auparavant. Donc on n'est plus dans Arai, on est presque plus dans une hybridation avec Urasawa, je dirais graphiquement parfois aussi, on peut voir ça dans les visages.
Mais il a plus cette provocation qu'il a pu avoir et qui vient vraiment en ligne droite, je crois, de Hideaki Arei. Puis son démarque aussi, peut-être avec une touche d'humour. Qui a toujours été là, mais c'est très noir son humour en fait. Il est dans la lignée de la provocation. Ouais. Oui, c'est justement ce point-là sans doute qu'il a atténué, tempéré pour faire en sorte que Darwin's Incident soit plus un entertainment, un divertissement et un film hollywoodien entre guillemets. Et donc c'est probablement un travail conscient qu'il a fait sur ce titre-là en particulier. Et vous avez pu parler de mise en scène, de dessin avec lui ? Moi, ce qui m'intéressait chez lui, c'était la mise en scène de la violence, parce que je parlais de la tuerie de masse là tout à l'heure. Ça m'intéressait de constater que finalement, c'est une scène qui est assez pudique. Il montre ça de façon pas du tout gratuite. C'est pas voyeuriste comme scène. C'est dans le tome 2. C'est dans le tome 2. Et il m'a dit qu'effectivement, la façon de représenter la violence était importante pour lui. Il voulait pas qu'on soit dans ce qu'il appelle la violence pornographique, c'est-à-dire qu'on consomme comme de la pornographie. Et je crois que c'est quelqu'un qui, malgré son cynisme et malgré son côté un peu provocateur, qu'il a pu avoir par le passé, a des idéaux pacifiques et qui est contre les violences. Vous avez remarqué aussi que sur les visages, comme il place son histoire aux États-Unis, j'ai l'impression qu'il a voulu aussi occidentaliser beaucoup plus ses personnages et qu'ils ont donc des très gros nez. Ça, on n'a pas osé lui poser la question. À mon avis, ça vient un petit peu. Urasawa fait ça aussi d'ailleurs. Hein. Oui. Mais à mon avis, ça vient du fait que son œuvre parle du réel en l'exagérant légèrement. Et je crois qu'il a aussi exagéré les nez dans le même processus. Mais c'est un peu ça finalement. C'est parler du réel en l'amplifiant un peu, parce qu'il y a des choses qui sont quand même over the top. Hein. C'est hollywoodien un petit peu. Le Human Z, il est capable de choses assez extraordinaires. Il est rapide, il est puissant, etc. Puis il y a de l'action et tout. Mais c'est, je dirais, légèrement accentué. Donc les nez sont un peu plus grands qu'en vrai. Et Charlie n'a pas vraiment de nez. Oui. C'est ça qui est marrant. Il a un attrait aussi particulier pour la science-fiction, parce que c'est aussi une œuvre de science-fiction, Darwin's Incident. Ce qui est marrant, c'est que c'est sorti en 2020, à peu près au même moment que la pandémie de Covid-19, le moment où en tout cas ça a explosé. Et c'est une uchronie du coup, parce qu'il n'y a pas le Covid dedans. Oui. Ça c'est vrai. L'histoire est marrante d'ailleurs, c'est que il avait déjà écrit le récit et la pandémie frappe à ce moment-là. Tu peux pas le changer en fait, le récit. Si tu rajoutes la pandémie là-dedans, ça devient complètement autre chose. Donc je crois qu'il a été un peu dégoûté de cette réalité puisqu'il est décalé par rapport au réel. Mais effectivement, c'est une imagination science-fictionnelle, parce que je pense pas qu'un Human Z puisse exister à l'heure actuelle. Donc ce côté-là, effectivement, ça là en particulier, c'est de la SF. Tout le reste est semi-documentaire quand même, parce qu'il s'inspire beaucoup du réel. Et vous savez pourquoi il a placé son récit aux États-Unis précisément? Alors c'est vrai que vu qu'il voulait parler de sujets comme la bioéthique et compagnie, des choses qui peuvent être peut-être un peu rasoirs si on les représente de façon pas assez entertaining, il s'est dit qu'il voulait donc prendre une approche hollywoodienne des choses, et que pour ça, rien de tel que les États-Unis, où il se passe des choses qui peuvent paraître invraisemblables ailleurs dans le monde, mais qui en fait sont tout à fait normales là-bas, ou en tout cas quotidiennes là-bas. Et puis c'était assez compliqué de situer ce récit-là au Japon, par exemple, puisque notamment pour ce qui est du port des armes, puisqu'il s'agit aussi du contrôle des armes à feu dans Darwin's Incident, c'est beaucoup plus compliqué au Japon d'obtenir une licence. On sait bien ce qui s'est passé avec l'assassinat de Shinzo Abe. L'assassin a dû construire sa propre arme artisanale. Donc ça fait sens finalement que ça se passe aux États-Unis. Puis il y avait aussi un autre point qui soulevait, je ne sais plus s'il l'a soulevé pendant l'interview là, ou en tout cas il en parle dans d'autres interviews au Japon. Il y avait aussi l'aspect qu'il voulait que les personnages dans sa série confrontent leurs idéologies et débattent des sujets importants qui sont abordés dans le récit. Et de son observation très objective, il se disait au Japon, c'est pas convaincant parce que les Japonais ne font pas ça. Ils ne confrontent pas leur opinion. Et donc, tout d'un coup, l'histoire serait devenue surréaliste. Et ça, il ne voulait pas, parce qu'il voulait vraiment que ce soit ancré dans la réalité. Et pour ça, il s'est dit que le meilleur endroit, c'était sans doute les États-Unis. Grâce à ce manga, il a gagné des prix à droite, à gauche, notamment quelques prix prestigieux, puisque Darwin's Incident a gagné le fameux prix Taisho l'an dernier, devant Look Back, devant Dan Da Dan, par exemple. C'est pas rien. Le Taisho, c'est un prix, corrige-moi Yuki si je me trompe, c'est un prix décerné au manga que le jury recommanderait le plus à un ami.
avec un jury composé de fans de manga de tout horizon, c'est bien ça ? Ouais, c'est ça. En gros, le concept de ce prix, le Manga Taisho, c'est toute une série de personnes, monsieur tout le monde, fans de manga, se portent volontaires pour devenir jury chaque année et va aller sélectionner des titres qui sont sortis l'année précédente et qu'ils trouvent incroyables et qu'ils ont envie de recommander à d'autres lecteurs de manga. Et donc, le fait d'obtenir le Manga Taisho, ça veut dire que c'est le manga le plus recommandé par les fans de manga pour les fans de manga. Ce qui a vraiment du sens, clairement, quand tu le lis. Et j'ai pour l'instant pas encore vu beaucoup de fans de manga le laisser tomber, ce titre. Il y avait eu quelques retours aussi du jury. C'est assez marrant de voir aussi les commentaires des jurys quand ils recommandent Darwin's Incident. Je vais vous en lire 3 ou 4. Il y a par exemple: quelle question cette grande fiction que l'on pourrait décrire comme une expérience de pensée narrée nous pose-t-elle à nous, êtres humains ? Et ils débattent déjà dans leurs recommandations. C'est une bande dessinée très stimulante qui ose aborder des thèmes quelque peu intouchables. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre ? Je pense que le fait qu'il s'agisse d'une œuvre de fiction quasi réaliste lui donne plus de valeur en tant que manga. On a aussi une œuvre de science-fiction à suspense à grande échelle. On a aussi des trucs plus courts comme J'admire l'audace. J'aime bien de voir un petit peu aussi comment de l'autre côté du monde ils approchent ce titre, qui a eu aussi un prix d'excellence au Japan Media Arts Festival aux côtés d'Ino Asano. Là, c'est un autre genre de prix, un peu plus grand public cette fois. Oui, ça c'est un prix en fait qui est décerné par... c'est un festival qui est organisé par déjà le ministère de la Culture du gouvernement japonais, qui décerne des prix à des œuvres de types différents, de genres différents. Donc, il y a la section art plastique, l'entertainment, l'animation et le manga. Et c'est un prix qui a pour ambition de faire connaître la création japonaise de façon plus large, de façon nationale mais aussi internationale. C'est un prix un peu plus élitiste, on va dire, que le Manga Taisho. Mais c'est d'autant plus un honneur pour Darwin Incident, je pense, d'avoir obtenu ce prix d'excellence. Dans le commentaire, on parle là d'un pouvoir d'attraction exceptionnel pour ce manga, d'une fantaisie surprenante, de l'une des œuvres les plus accrocheuses du moment. Et je pense aussi que les lecteurs japonais, comme on le disait tout à l'heure, a apprécié le fait qu'il y ait cette expression de point de vue et de confrontation d'opinions dans ce récit, ce qui est finalement assez rare dans la société japonaise. Et en plus, sur des sujets comme ceux-là, en particulier, ils n'en débattent jamais entre eux. Et donc d'avoir comme ça quelqu'un qui exprime des choses sur ces sujets qui sont parfois tabous, parfois difficiles à aborder, je pense que c'est quelque chose qui les a bousculés très fortement. Et puis avec autant de compliments de part et d'autre, faut qu'il soit bien assis sur sa chaise, parce que là il y a quand même moyen de prendre très vite des petites chevilles qui enflent. Je pense pas qu'il soit ce type de personne-là. Non, je pense pas. Je pense qu'il est assez imperméable à ce genre d'éloges. Et il faut aussi signaler que Hajime Isayama, l'auteur de l'Attaque des Titans, a recommandé Darwin's Incident. Ce qui rajoute encore une petite couche aussi en termes de compliments, c'est pas mal. Shun Omezawa, donc, tu le disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a l'air d'être engagé. Par exemple, tu sais s'il est lui-même vegan ? Je lui ai demandé justement, et il n'est pas vegan, mais il tend vers le végétarianisme. À quel personnage est-ce qu'on peut l'identifier dans le récit ? Je ne suis pas complètement certain, mais je dirais plutôt vers peut-être les parents de Charlie, les parents adoptifs de Charlie, même si eux sont complètement véganes, mais je dirais qu'il est plutôt de ce côté-là de la barrière. Après, c'est quelqu'un donc qui est sensibilisé à la cause, qui fait attention à ce qu'il mange le plus possible, mais qui n'est pas végan. Non. Mais en même temps, l'habitude alimentaire des Japonais tend déjà naturellement vers le végétarianisme. Peut-être pas le véganisme, mais végétarien. Et historiquement, au Japon, il y a eu une période où c'était interdit de manger de la viande animale. Et du coup, il y a quand même ce background-là qui fait que les Japonais, ils ont tendance à avoir déjà de base
une habitude alimentaire différente de la nôtre. Et manger beaucoup plus de légumes que nous, je pense, effectivement. Après, c'est pas si facile de pas manger de viande au Japon. Pour moi, y être allé à une époque où je tendais le maximum vers le végétarianisme, j'avais beaucoup de mal à trouver des restaurants où il n'y avait pas de viande. C'est vrai qu'en restauration, ils ont tendance à mettre beaucoup de viande. Et je pense que justement, c'est le contre-coup de cette période où c'était pas permis. Puis tout d'un coup, ils ont découvert la viande et ils se sont dit « Waouh, c'est quoi ce truc trop bon ?» Et ils en ont mis partout. Mais quand on va voir dans les cuisines les familiales japonaises, là, on voit tout d'un coup que la proportion des viandes, en fait, diminue. Donc c'est assez marrant, cette ambivalence, effectivement. Et dans l'ensemble, toi qui as rencontré plusieurs dizaines d'auteurs... Non, quand même pas plusieurs dizaines. Tu as rencontré de très nombreux auteurs. Tu l'as senti plus engagé que la moyenne, par exemple ? Alors, plus engagé, je sais pas. Je sais pas, parce que je pense qu'il y a énormément d'auteurs qui ont des idées arrêtées sur certaines choses, mais qui ne vont pas forcément l'exprimer. Il y a des choses qui vont transparaître dans leur œuvre, parce que par exemple, Taiyo Matsumoto ou Inyo Asano, il y a des choses qui transparaissent dans leurs œuvres, mais jamais dans les interviews ou dans des conférences, ils vont afficher ces avis-là. Shun Umezawa a l'air d'avoir tendance à plus exprimer ce qu'il pense, mais c'est pas pour ça qu'il est plus ou moins engagé que d'autres auteurs, je crois. Dans le magazine Atome, on peut lire qu'il se revendique comme un pessimiste, mais je trouve que dans Darwin Incident, il y a quand même des messages d'espoir, et je trouve ça assez marrant, cette opposition. Pas tant que ça, en vérité. C'est vrai qu'il y a une lueur d'espoir dans la relation entre Lucie et Charlie, sur l'amitié interespèce et entre finalement les individus, mais il y a beaucoup de choses assez déprimantes qui peuvent se dérouler aussi. C'est un point de vue quand même assez cynique, je trouve, sur l'humanité. Et donc, comme dans cette œuvre, je pense qu'il n'a pas l'intention de transmettre son opinion propre, et son but, c'est vraiment de faire réfléchir le lecteur, et donc de lui proposer différents points de vue et différentes opinions qui peuvent exister autour d'une question. Son pessimisme à lui ne va pas être prégnant, je pense, parce qu'intentionnellement, il fait ce processus-là dans sa création. Pour rester sur le rapport que vous avez avec les auteurs, avec les éditeurs japonais, quelle relation vous avez avec lui ? Comment ça se passe ? Est-ce que vous pouvez lui envoyer des messages directement chez Kana ? Est-ce que vous vous adressez à son tonto directement ? Est-ce qu'il valide les couves ? Est-ce qu'il a reçu les bouquins ? Est-ce qu'il est content ? Comment ça se passe ? Apparemment, on l'a su après coup, notre offre de publication en français a été un des éléments qui a permis que la série continue. Parce que visiblement, jusque-là, ça décollait pas trop. Ça commençait petit à petit à être recommandé par des personnalités connues, être présenté dans des émissions télé. Du coup, il y a tout petit peu de notoriété qu'ils commençaient à avoir. Donc, ils étaient en train de se dire, on va peut-être sauver la série. Et puis nous, on est arrivé avec notre offre. Du coup, ils ont fait, ok, bon, on va peut-être laisser la série continuer. Et donc, en fait, ils étaient super contents d'avoir une offre de l'étranger et que l'œuvre soit traduite. Et donc, ils ont été hyper coopératifs pour travailler avec nous pour le développement de l'édition française, l'édition Kana. Et du coup, la communication a été super fluide. Enfin, de base, avec Kodansha, comme le département des droits étrangers est en interne, c'est pas un agent extérieur qui travaille avec eux. En fait, les gens du droit étranger ont un dialogue direct avec les éditos. Et donc, en général, avec Kodansha, c'est super fluide. Mais là, c'était encore une couche en plus de fluidité. Donc, c'était vraiment très chouette. Et il était super content de tout ce qu'on développait autour de la série. Donc, c'était très chouette de travailler avec eux. Ouais, c'est un plaisir quand ça se passe comme ça.
Après la question juridique, la question scientifique. Cette fois, nous avons passé un coup de fil à une fan de science-fiction, ingénieure, éditrice scientifique et autrice. Bonjour Alex Fouilleroux, vous êtes l'autrice du livre La génétique expliquée par Naruto Jurassic Park et les super-héros chez l'étudiant édition. On s'est donc dit que vous étiez peut-être la personne idéale pour avoir une réponse à notre question. Est-ce que un hybride comme Charlie dans Darwin's Incident, ça serait possible ? Alors la question est un petit peu plus compliquée que ce qu'elle en a l'air. Déjà, je vais commencer par vous dire un petit peu ce qu'est un hybride. On a l'idée que c'est un croisement entre deux espèces différentes, mais la plupart du temps, c'est surtout un croisement entre des sous-espèces ou des populations très proches qui n'ont pas forcément l'habitude de se reproduire entre elles, soit parce qu'elles sont séparées géographiquement, soit parce qu'elles se reproduisent pas forcément à la même période. Mais dès qu'on se retrouve en captivité ou dès qu'il y a des expériences, on est capable d'avoir des descendants issus, par exemple. On connaît le croisement de l'âne et du cheval, on connaît aussi le croisement, il y a beaucoup de croisements chez les félins aussi, par exemple, entre les lions et les tigres. Mais c'est des choses qui n'arrivent pas forcément dans la nature, mais qu'on est capable d'observer quand on force cette reproduction. Et ce qui est, voilà, dès qu'on s'éloigne un petit peu, j'allais dire, en termes évolutifs entre deux espèces, ça devient plus compliqué. Et donc du coup, le chimpanzé, est-ce qu'il est assez proche de l'être humain ? Alors, le chimpanzé est très proche de l'être humain, c'est vrai. On sait, il y a eu des études, donc des séquençages génétiques, qui ont montré qu'on avait 98,8% de matériel génétique en commun. Mais il reste quand même des grosses différences. Notamment, on n'a pas le même nombre de chromosomes. Ils en ont 48 et on en a 46. Et donc ça nous met un petit peu des obstacles. On a pu aussi analyser les chromosomes, vraiment les différences entre les chromosomes des chimpanzés et des humains. Et il y a des gros remaniements quand même. Il y a des chromosomes qui ont fusionné, il y en a qui se sont échangés des gros morceaux. Donc voilà, on n'est pas si proche que ça finalement. Et ça pourrait, on peut se demander si c'est possible. Il y a des gens qui se sont posé la question. Il y a eu un chercheur russe dans les années 20-30 qui a essayé sans succès de créer justement un hybride entre humains et chimpanzés. Pour le moment, la réponse à la question que vous m'avez posée au départ, c'est plutôt non. Mais par contre, ce qui se passe dans la recherche actuelle, c'est qu'il existe des chimères, c'est-à-dire qu'on essaye. Il y a des chercheurs qui travaillent sur des embryons qui mélangent à la fois des cellules animales et des cellules humaines. Alors l'objectif de ces recherches, c'est d'arriver à produire des organes pour les transplantations. Pour le moment, il y a une seule équipe qui a réussi à faire un croisement une chimère d'embryons entre humains et singes, mais il s'agit d'un macaque et non d'un chimpanzé. Et ils ont essayé d'étudier si on introduit des cellules souches humaines dans des embryons de singes, est-ce que ces cellules peuvent se développer, est-ce que ces cellules peuvent arriver à former des organes complets pour donc à long terme avoir des animaux qui sont capables de produire des organes humains. C'est des études qui concernent vraiment des cellules élevées en laboratoire qui ne sont pas implantées, qui ne donnent pas des individus viables. On arrête en général la production et la multiplication des cellules avant. C'est aussi très encadré parce qu'en fait la vraie question à se poser dans tout ça, c'est pourquoi ? Pourquoi essayer de faire des hybrides ? Pourquoi essayer de faire un hybride entre un chimpanzé et un humain ? Et la vraie question, elle est plutôt là. C'est pas tellement comment, parce qu'on se rend compte que même si on a encore beaucoup de choses à apprendre sur la génétique, beaucoup de choses à apprendre sur le développement embryonnaire, il y a des choses qui commencent à être vraiment possibles. La question, c'est surtout de savoir pourquoi on veut faire les choses et est-ce qu'on doit les faire. Donc l'idée d'avoir un super humain qui aurait une force de chimpanzé ou la force d'un autre animal, effectivement, ça peut être le pourquoi du comment aussi. Oui, alors c'est vrai que quand on rêve un petit peu, surtout dans la partie science-fiction, je dirais, à l'humain augmenté, malheureusement il y a quand même deux débouchés principaux, c'est faire la guerre ou partir dans l'espace. Alors autant le deuxième peut être plus intéressant que le premier qui quand même qui fait pas très envie. On n'en est pas encore à pouvoir adapter, j'allais dire, de toute façon, il y a aucun animal sur la Terre n'est vraiment adapté à l'espace à part le tardigrade, mais là ça devient un petit peu compliqué, je pense, de faire des hybrides entre les humains et les tardigrades. Ce sont des petits êtres très microscopiques qui résistent à tout. Mais ce serait peut-être le moyen d'envoyer des gens dans l'espace sans que ce soit problématique. Mais c'est pas, je pense pas que ce soit non plus forcément des objectifs qui soient intéressants pour la civilisation humaine. Ok, donc on oublie l'hybride chimpanzé humain et Charlie n'existera que dans Darwin's Incident.
Ce serait peut-être préférable, mais j'espère que voilà, bon, lui, il n'a pas eu le choix, il existe. Donc c'est intéressant d'explorer ces questions, en tout cas d'un point de vue éthique, parce que c'est des vraies questions à se poser. Tout ce qu'on est capable de faire, c'est bien. Il y a beaucoup de choses qui sont utiles pour la recherche médicale. Eh bien, merci beaucoup Alex Fouilleroux, donc autrice du livre La génétique expliquée par Naruto, Jurassic Park et les super-héros. Il va y en avoir d'autres dans le même genre ? Oui, alors c'est le premier d'une collection, donc je vous invite aussi à découvrir l'astrophysique expliquée par la science-fiction qui sortira au mois de mars. Merci beaucoup. Merci à vous. Charlie, on en parlait à l'instant, on va continuer d'en parler de ce personnage principal qui a un design vraiment particulier. Dès le début, il l'avait fait comme ça ? En fait, il avait d'abord fait une sorte d'hybride réaliste entre un chimpanzé et un humain, et il racontait que c'était une sorte de montage 3D un peu moche. Et surtout très creepy. Et creepy, et que pour que les lecteurs puissent un petit peu plus s'identifier à lui, il l'a kawaïisé, si on peut dire, rendu un peu plus mignon et un peu plus doux en tout cas. Ouais, c'est la fameuse vallée de l'étrange. Il fallait arriver du bon côté de la vallée de l'étrange au fur et à mesure. Je vous propose sinon de terminer cette émission en allant un peu plus loin dans l'analyse. Depuis le début, là, on n'ose pas aller vraiment au fond des choses. On essaye donc, pour vous qui écoutez ce podcast, de pas trop vous spoiler. Mais alors là, voilà, si vous n'avez pas encore lu du tout le manga, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Donc il se peut qu'il y ait un petit peu de spoil là dans le quart d'heure à venir. Avec cette question par exemple, qu'est-ce que Charlie incarne ? Est-ce qu'on peut s'identifier à lui ? Je pense que on ne pourra jamais tout à fait s'identifier à lui. Parce que justement, quand Federico a posé la question du design de Charlie et aussi de la façon dont il module son expression, il nous a dit qu'il avait intentionnellement créé un design où on ne réussissait pas à lire les intentions et les pensées de Charlie. Parce que justement, il y avait cet aspect de la compréhension de l'autre, de la compréhension de ce qui est différent de soi. Et il fallait que Charlie reste mystérieux, ne soit pas totalement compréhensible pour l'humain lambda, mais qu'en même temps, il y ait quand même quelque chose qui transparaisse pour qu'on puisse quand même se projeter dans ce qu'il fait, dans ce qu'il pense et dans ce qu'il ressent. Et donc, on peut imaginer ce qui se passe dans sa tête et ses émotions, et du coup se sentir en phase avec ses motivations, enfin ses actions plutôt, mais s'identifier réellement à lui, je pense que c'est pas possible, et il faut pas faire ça en lisant Darwin's Incident. Après, il y a peut-être une réponse plus générale, plus simple peut-être, qui est qu'on peut s'identifier à lui si on est un ado, par exemple, en train de grandir, puisque c'est un personnage qui découvre aussi qui il est, découvre les gens autour de lui. Peut-être aussi qu'on peut s'identifier à lui, pas en tant qu'évidemment hybride, mais en tant qu'expatrié, par exemple, qui arrive dans un nouveau pays et qui ne comprend pas trop les coutumes, comment les gens réagissent, etc. Je pense que de ce point de vue-là, ça peut être assez universel. C'est un peu l'altérité, c'est un peu être seul dans un endroit où personne ne nous ressemble. Mais effectivement, non, en tant qu'hybride, bien sûr qu'on ne peut pas s'identifier à lui. Non, mais après, dans son attitude à l'école, par exemple, dans le tome, je pense que c'est dans le tome 2, quand son ami essaye de lui dire « Essayons de nous faire des amis ». Ça, c'est quelque chose finalement d'assez commun. Oui, c'est vrai. C'est comme disait Federico juste là, il y a plusieurs choses dans Charlie qui, en tant qu'adolescent, va nous parler, parce que peut-être pas tous les adolescents, peut-être ceux parmi nous qui, à un moment ou à un autre, on s'est senti différent des autres et on se sentait isolé des autres. Là, effectivement, il y a des éléments qui font qu'on s'identifie à Charlie, et effectivement, là, la scène que tu évoques va évoquer des souvenirs à certaines personnes, effectivement. En préparant cette émission, on discutait un petit peu, et Federico, tu m'as parlé de l'incarnation, qu'il serait l'incarnation d'une crise de conscience en quelque sorte. Est-ce que tu peux développer ? Oui, après ça, c'est mon point de vue personnel. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour moi, il est l'incarnation du fait que
nous devrions, nous les êtres humains, nous reconnecter un peu plus à la nature, je crois, et prendre conscience des actions délétères que nous, enfin que certaines personnes font vis-à-vis du vivant, c'est-à-dire l'expansionnisme géographique qui crée les problèmes qu'on sait, le réchauffement climatique, il y a plein de problèmes, on ne va pas revenir là-dessus, mais je pense que Charlie, c'est un petit peu... je ne dis pas que l'humanité va ressembler à ça demain, mais qu'il y a cette conscience qu'on est imparfait. On se rend compte que notre corps n'est pas une machine aussi bien huilée qu'on le pensait, que notre esprit n'est pas aussi non plus... que notre esprit nous mène aussi à faire des choix délétères pour le vivant. Voilà. Après, c'est une vision métaphorique, mais je ne sais pas si vous avez vu le film Les Crimes du futur, par exemple, de Cronenberg, mais dans Les Crimes du futur, c'est un futur proche où les êtres humains mutent et deviennent capables de digérer le plastique, par exemple, de manger du plastique, et donc c'est évidemment une réponse aux problèmes écologiques. L'humain s'adapte, quoi. C'est le maillon suivant de l'évolution dans cette œuvre-là. Bon, je ne dirais pas que dans Darwin's Incident, le Humanity est le maillon suivant de l'humanité, mais que c'est une réponse, en quelque sorte, au problème humain qui est qu'on ne se connecte pas assez au vivant, je pense. Tu me fais peur, Frédérico, parce que là, tu as fait exactement, enfin, peut-être pas exactement, presque le discours du chef de la LA dans le tome 3, là. Mais moi, je veux tuer personne, hein. Et c'est ça, il y a quand même beaucoup de thématiques qui traversent cette œuvre. Le rejet de l'autre, le rejet de Charlie, c'est aussi quelque chose qui est très présent, vous trouvez pas ? Oui, tout à fait. C'est même un des pivots scénaristiques souvent utilisés dans le récit, parce que il y a d'un côté toutes ces personnes qui essayent d'intégrer Charlie dans la société humaine, parfois avec des intentions différentes que le simple bien-être de Charlie. Et puis de l'autre côté, toutes ces personnes qui se retrouvent confrontées à cet être différent des autres humains et qui ont une réaction de rejet par rapport à ça, parce qu'ils n'arrivent pas à assimiler cette différence-là. Et donc, c'est justement cette opposition-là qui va créer certaines situations dans la série, et certaines situations de crise même dans la série. Le summum étant cette réaction des voisins de Charlie et ses parents qui en arrivent à comploter le meurtre de Charlie pour se débarrasser de cette chose anormale qui existe dans ce monde et qui du coup va avoir des conséquences derrière dans le récit assez graves aussi. Dont on avait les prémices déjà avec la réaction du policier qui à cause d'une réaction d'autodéfense de Charlie, interprète ce comportement comme de l'agression envers les humains, et du coup fait un rejet pour la personne Charlie, alors que Charlie, il essayait juste de s'autodéfendre en fait à ce moment-là. Et enfin, il y a plein de moments comme ça qui fait que dans le récit, effectivement, il y a ce rejet de l'autre il essaye dans cette série de montrer que parfois la réaction de rejet est une réaction instinctive, mais que si on prend la peine d'essayer de décortiquer ce comportement et la source de sa réaction instinctive, on peut passer outre, peut-être. D'autant que celui qui serait censé être instinctif serait celui qui est le plus animal de tous, ça serait Charlie. Oui, et lui, il ne rejette pas. Lui ne rejette pas. Et il y a plus loin, justement, une personne qui va réussir à passer outre. Et c'est ce qui est intéressant, justement, dans Darwin's Incident, c'est comme ça, il montre différentes réactions et différents tissus qu'il peut avoir derrière par rapport à la réaction qu'on peut avoir à des comportements peut-être instinctifs, comme j'ai dit, ou viscérales. Ce qu'on peut faire derrière, le comportement qu'on pourrait avoir, et puis les conséquences derrière qui peuvent suivre ces décisions. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans Darwin's Incident, je trouve. Je pense qu'il y a aussi une réaction de rejet
de l'ancienne souche, entre guillemets, des êtres humains vis-à-vis de cette nouvelle espèce. Un petit peu comme je parlais des Crimes du futur de Cronenberg, il y a aussi cette réaction de rejet vis-à-vis des nouveaux humains. Je pense que voilà, ça fait peur qu'on ait une espèce différente, une personne différente. Je ne sais pas exactement si on peut parler de personne pour Charlie finalement, hein, ou d'individu en tout cas, mais cette différence-là, le fait de voir aussi qu'il est plus fort et plus intelligent que les êtres humains, ça c'est important de le dire, crée une réaction de rejet quoi, vis-à-vis de ce qu'on ne peut pas contrôler finalement. Avec des personnages aussi qui se différencient, notamment du côté des policiers. On va avoir ce policier qu'on voit beaucoup, qui est très en colère contre lui, mais le chef de la police qui, lui, applique. Et finalement n'a pas d'accroche. Et ça complète tout ce nuancier qui est assez présent dans ce manga. Un manga qui, en plus, je pense, doit pas être très très simple à traduire. Je pense que les mots en plus choisis par Shun Umezawa dans chacune des bulles doit être bien réfléchi. Parce qu'on peut très vite tomber d'un côté ou de l'autre avec ce genre de discours. C'est un manga qui a été traduit par Frédéric Mallet et ça lui a demandé, je cite, un travail de recherche et de documentation intense. Il doit constamment jongler entre les différents registres de langue afin de trouver le ton, les mots appropriés pour chaque personnage et chaque scène. Et enfin, je continue de le citer, il veille notamment à ce que la traduction restitue la rigueur, la tension, le rythme et la vivacité du récit, avec des dialogues souvent profonds ou philosophiques et parsemés de répliques percutantes. D'ailleurs, le travail sur le premier volume lui a valu d'être également nommé pour un prix en France cette fois, le prix Konichi de la meilleure traduction. Vous les trouvez comment, vous, ces choix de mots? Alors, soit en VO pour toi, Yuki, qui a pu le lire en version originale. Nous, on ne lit pas couramment le japonais. Qu'est-ce que toi, t'en penses aussi pour la version française, Frédérico? Alors, effectivement, en japonais, ce sont des choix de mots très précis et à la fois très... Alors, ils cherchent quand même à vulgariser. Ils cherchent à susciter la réflexion chez le lecteur. Donc il ne va jamais aller chercher des termes techniques compliqués, scientifiques, ou s'il en utilise, il va trouver un moyen de les expliquer, ou les concepts qui peuvent être parfois très compliqués dans les concepts qui sont abordés dans Darwin's Incident. Il va réussir à trouver un moyen de les expliquer de façon très claire et directement compréhensible, et effectivement ça c'est étonnant. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir si dans la VO, il utilise de l'anglais parfois, des termes en anglais, vu que ça se situe aux États-Unis. Alors, ce qu'il y a avec la particularité du manga en japonais, c'est qu'ils ont la possibilité d'écrire le mot en japonais et de mettre un surtitre, enfin un sous-titre en fait, en anglais. Et il me semble que dans Darwin's Incident, ils le font assez régulièrement. Et parfois, ça peut être très important dans le sens que comprend le lecteur. C'est-à-dire qu'il y a parfois du jargon ou des termes américains qui sont internationaux, quoi, qu'on ne peut pas traduire. Donc j'imagine qu'il doit faire appel à un certain vocabulaire anglais aussi. Oui, mais de façon relativement minime. Il pourrait en utiliser beaucoup plus que ça, mais il ne le fait pas. Malgré tout, l'auteur comme le traducteur marche sur des œufs quand même avec ce titre. Faut jamais en casser un, et c'est vrai que c'est pas évident. Terrorisme, bioéthique, souffrance animale, véganisme, ça porte à débat en plus, ce genre de sujet, et ça peut vite tomber dans des mauvais débats. Oui, et ça je trouve que c'est la partie intelligente de Darwin's Incident et de Shun Umezawa, c'est quand il y a un point de vue qui est exposé, souvent tout de suite après ou très proche, il va y avoir le point de vue opposé qui va être exposé. Et, ou alors encore un troisième point de vue par rapport à un point. Il ne va jamais rester sur un seul point de vue. Et du coup, quand on est lecteur, on a cette panoplie de façon de voir les choses qui est présentée. Et puis il y a toujours ce point de vue de Charlie, qui est toujours neutre, qui est toujours... neutre. Comment on peut qualifier ça? Il est... Innocent. Oui, c'est ça. Ingénu. Oui. Qui vient, comment dire, donner le point zéro, quelque part, à partir duquel on peut réfléchir et se dire ok, le curseur de ce personnage il est là, de celui-là il est là, et moi je me situe où,
Enfin, C'est-à-dire qu'il questionne ce qui est évident pour nous. Donc il va se demander pourquoi vous mangez des animaux, pourquoi vous ne mangez pas des animaux. Des choses qui nous paraissent acquises ou qu'on a apprises dès l'enfance. Lui, pas du tout. Donc il va se demander des choses vraiment très très basiques. C'est un peu le point d'entrée dans le récit, évidemment. Il va être temps de terminer cette émission. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la suite, sur ce qui va arriver dans Darwin's Incident ? Parce que on commence à arriver sur un moment charnière du manga, là. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Umezawa a écrit le scénario en intégralité avant de dessiner. En tout cas, il sait où il va. Il va certainement changer le centre, le milieu, le parcours pour arriver à la fin, mais il sait où il va. C'est vrai que dans le tome 4 qu'on a eu l'occasion d'avoir entre les mains, il se passe quelque chose qui retourne pas mal les cartes, on va dire, qui rabat les cartes. Je pense qu'on va peut-être pas aller plus loin dans les détails, Yuki, mais je crois que ça pourrait durer encore un petit moment s'il en a envie. Ah, s'il en a envie, effectivement, il peut développer encore pas mal le récit, mais lui-même, dans une interview au Japon, quand on lui a demandé quelle est la scène qu'il aime le plus dans Darwin's Incident jusqu'à présent, il a cité la page 156 du tome 4. Donc, il se passe effectivement un truc mind-blowing dans ce passage-là. Et donc, aller chercher le tome 4 pour voir cette fameuse page que Shun Umezawa... et il disait pourquoi cette page-là, parce que c'est un des points intermédiaires où il voulait arriver absolument. C'est la page qu'il voulait dessiner en commençant la série, en tout cas pour cette première partie de la série. Et c'est pour ça que pour lui, c'est une page importante. Il faudra encore attendre quelques semaines avant de pouvoir mettre la main sur le tome 4. Mais voilà, au moins vous êtes prévenus maintenant quand il sortira. Vous savez directement où aller. Page 156 du tome 4. Pas directement, parce que là, c'est du sacré spoil. Là. Même en étant dans le tome 4, c'est du sacré spoil. Bon, ok, vous pouvez lire les 155 premières pages et puis ensuite... En plus, au milieu du tome, il se passe encore un autre truc dans une autre dimension où on s'est dit « Oula, ah oui, d'accord !» En tout cas, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Merci à toi. Merci. Et maintenant, je vous propose de retrouver Darwin's Incident en librairie avec déjà 3 volumes disponibles dès maintenant. Et le tome 4 est prévu pour le 19 mai prochain. Kana en aparté revient d'ici un mois pour un nouvel épisode, cette fois consacré à Yoshihiro Togashi, l'auteur de Yu Yu Hakusho et Hunter x Hunter, dont le nouveau tome, le 37, vient de paraître. Bonne lecture à tous et à bientôt.